Je suis Sophie de Quatrebar, donc je suis consultante en éducation et numérique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui et de veiller à ce que tout se déroule bien dans le temps que nous avons. Le sujet du jour, pourquoi l'IA transforme la production des activités pédagogiques. Nous avons beaucoup de sujets sur l'IA pendant cette conférence Salon d'Educatech Expo. L'intelligence artificielle, elle est partout, elle s'invente dans la vie quotidienne, dans les enseignements, et elle bouleverse aussi la production des ressources éducatives. Pour pouvoir parler de ce sujet avec moi, je vais avoir 7 intervenants, 7 regards différents sur ce sujet qui vont nous éclairer sur les enjeux, mais aussi nous donner des pistes pour pouvoir concrètement agir et nous outiller. Dans un premier temps, je vais inviter 3 intervenants à venir avec moi sur scène pour poser le cadre. Donc Mélanie Poliarquevaux de Nantes Université. Bien. Vincent Montreuil, qui est inspecteur général de l'éducation nationale. Et puis Axel Jean de la direction du numérique éducatif. Je vais vous donner la parole à chacun successivement pour nous aider à poser le cadre et à mieux comprendre justement les enjeux de ces intelligences artificielles qui arrivent en masse et qui bouleversent du coup la production des activités pédagogiques. Donc Mélanie, vous êtes coordinatrice de la chaire UNESCO RELIA pour ressources éducatives libres et IA à Nantes Université. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler rapidement qu'est-ce qu'une ressource éducative libre? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et en quoi les deux sont-elles reliées? Oui, avec plaisir. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Quand on parle d'IA, et notamment d'IA générative, on parle en réalité d'outils qui vont être capables de générer du texte, des outils, voire des raisonnements qui sont basés sur des très très gros volumes de données. Techniquement, on appelle ça des modèles de langage, et qui sont souvent entraînés sur des milliards de mots. Ce qui pose problématique, c'est que ces données, on ne sait pas souvent d'où elles viennent, le traitement qui leur a été donné, et ni même la logique de production derrière. Et c'est cette opacité qui vient justement poser question, notamment dans le champ éducatif, parce que oui, ces outils, ils fonctionnent, ils impressionnent aujourd'hui, mais qu'en est-il quand on est une personne enseignante et qu'on va venir s'appuyer sur ces outils sans même en connaître finalement la logique derrière et ni même les valeurs qui sont véhiculées. Donc on a là pas seulement un problème technique, mais vraiment un enjeu autour de la culture numérique et de la responsabilité. Et c'est là où j'ai l'honneur de travailler à la chaire UNESCO RELIA pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle. Et mon métier, ça va être de relier ces deux mondes, c'est-à-dire celui de l'intelligence artificielle, souvent fermée, souvent propriétaire, et celui des ressources éducatives libres, qu'ils se veulent ouvertes et transparentes. Les ressources éducatives libres, ce sont en réalité des supports pédagogiques qui se veulent réutilisables par toutes et pour tous, à partir du moment où on cite la personne autrice et on y appose une licence qu'on appelle une licence ouverte, qui va permettre la réutilisation, la traduction, le partage en toute légalité pour toutes et pour tous. Les REL, selon moi, incarnent vraiment une autre logique finalement du numérique et qui aujourd'hui peut aider justement, en tout cas quand on parle de REL et de données ouvertes, à alimenter ces modèles de production. Auquel cas, sinon on se retrouverait, selon moi, avec des IA qui pourraient justement venir renforcer les inégalités qui peuvent exister au sein de l'éducation. Donc d'où l'intérêt d'essayer, en tout cas au mieux, de travailler avec des données ouvertes. Un autre élément qui me vient en tête quand je pense à la production de ressources à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est à quel point ça bouleverse la valeur du travail éducatif.
Quand je rencontre des personnes enseignantes, souvent, à ma grande surprise, en tout cas au début, elles me disent « Mais moi, en fait, j'aime en fait créer des quiz. J'aime passer ce temps en fait à construire mon cours, à construire. En fait, ça me donne un fil rouge avec mes élèves. Et c'est l'essence même de mon métier en fait, en tant que personne enseignante. Ça, je trouve que c'est important aussi de revenir là-dessus. Un autre sujet autour de la valeur du travail éducatif, c'est en fait ces IA génératives. Quel est le savoir qui est vraiment produit derrière? Il en est quoi du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle de ces données, de ces contenus qui sont générés? Et plus encore, j'ai envie d'aller plus loin, qu'en est-il en fait de la pérennité et de la fiabilité de ces ressources qui en fait reposent sur des modèles opaques, fermés et propriétaires et qui demain pourraient en fait finalement se voir devenir payants si c'est pas déjà le cas ou fermés ou que sais-je. Donc ces éléments m'amènent en fait naturellement à penser à de nouveaux modèles de production qui viendraient justement en fait s'alimenter à la fois de l'intelligence artificielle parce que oui ça peut être utile et mes collègues en parleront sans doute après moi, mais qui viendraient aussi en fait mélanger cette intelligence collective comme on aime tant en entendre parler et aussi cette question d'ouverture et de transparence. Alors maintenant que j'ai dit ces mots magiques autour de nouveaux modèles de production ouverts, j'aimerais vous parler d'un exemple qui fonctionne, enfin, où on a pu allier l'intelligence artificielle et les ressources éducatives libres et de manière générale cette ouverture. Je pourrais en citer plein parce que ça me passionne et que j'ai plein d'exemples, mais malheureusement j'ai pas le temps. Donc j'ai mis un QR code, je pense que c'est sur cette slide, qui renvoie vers notre site internet et qui vous permettra voilà, de prendre connaissance de ces enjeux en fait, autour de l'intelligence artificielle dans l'éducation et avec cette notion d'ouverture. Donc très rapidement, un projet expérimental de recherche qu'on a mené, ça s'appelle Florilège, et en fait ça a été le développement d'une plateforme qui est venue en fait répertorier plein de ressources éducatives francophones, parce qu'il y a un vrai enjeu autour de finalement l'indexation de ces ressources, parce que les enseignants nous disent mais c'est super, nous aussi on y croit, mais en fait on les trouve où ces ressources éducatives? Donc on a travaillé là-dessus, et en fait on est venu plugger de l'intelligence artificielle pour nous aider à annoter des ressources. Quand je dis annoter, c'est simplement qu'on s'est servi de l'intelligence artificielle pour analyser des liens URL et trouver à la place d'une personne humaine ce qui va être la licence, la date à laquelle la ressource a été conçue, le niveau, la matière, etc. Toutes ces infos qui sont très précieuses pour derrière pouvoir retrouver ces ressources sur le web. Bref, spoiler alerte, l'IA a été meilleure qu'un humain. Ça nous a fait gagner du temps parce que du coup derrière il n'y avait plus qu'un travail finalement de validation et de relecture. Donc ça c'est un super exemple. Néanmoins, j'attire aussi l'attention que ouverture ne veut pas dire plus facile, et c'est aussi vraiment ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que oui, c'est un chemin qui est honorable, qui est vertueux, mais ça demande vraiment un cheminement qui va depuis le début de la conception de la ressource. Est-ce que ce jeu de données, je peux l'utiliser? Est-ce que cette image, j'ai le droit de l'utiliser? Il y a vraiment il faut retenir que l'ouverture ne veut pas dire gratuit, ne veut pas dire plus facile, mais vraiment, ça a un coût. Voilà. Néanmoins, les ressources éducatives libres, elles offrent, et selon moi, vraiment un cadre précieux sur lequel on peut s'appuyer pour le développement d'IA, et notamment des IA qui pourraient être formées sur des données ouvertes. Et on sait qu'il y a des projets, bien évidemment, avec le ministère, mais également au niveau européen, qui viennent justement favoriser ces créations d'outils qui s'appuient sur des données ouvertes et qui viendraient justement construire des ressources éducatives dans les valeurs que sont celles de l'UNESCO, et qui aiderait ainsi à rendre l'éducation plus juste et accessible sans distinction. Voilà. Merci beaucoup Mélanie pour ce cadre et puis cette projection vers un avenir où on pourrait relier comme ça les ressources éducatives libres, des IA souveraines, explicables, etc. Maintenant, on va essayer de revenir un petit peu sur là où on en est aujourd'hui, et je voudrais vous donner la parole, Monsieur Montreuil. Donc, vous avez coordonné l'écriture du rapport l'IA dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez vu, de là où on en est aujourd'hui dans les établissements scolaires? Quels sont les usages de l'IA? Quelles sont les questions autour de l'IA? Comment ça vient poser des questions sur ce qu'est le métier et la place de l'enseignant aujourd'hui?
Puis bon, je sais qu'il a déjà presque un an, ce qui est peut-être long à l'ère d'aujourd'hui. Donc peut-être nous dire un petit peu aussi ce que vous avez perçu comme tendance ou comme élément d'évolution. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation. Voilà, c'est un plaisir pour moi de venir présenter ce rapport. L'exercice est d'autant plus intéressant qu'arriver à résumer une mission qui a duré 7 mois et qui a mobilisé 8 IG en 5 minutes est un exercice intéressant à faire. Juste en petite précision, je le fais sans avoir utilisé une IA pour préparer ce que je m'apprête à vous dire. Donc vous allez devoir vous contenter de ma propre réflexion. Donc peut-être rapidement, effectivement, l'IA finalement c'est un concept ancien des années 50 qui questionne beaucoup l'éducation aujourd'hui, c'est-à-dire 75 ans plus tard. Et clairement, l'événement majeur, en fait, c'est novembre 2022, l'avènement de ChatGPT et de l'IA générative, parce qu'on sort des modèles d'IA qui sont on va dire, ultra spécialisés à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et qui offre beaucoup plus de possibilités. Et donc, ça met un focus sur l'intelligence artificielle de manière très globale, mais effectivement, c'est vraiment cet événement déclencheur-là. Et en gros, ce qui crée cette grosse interrogation, ce qu'on a ressenti à travers cette mission, c'est notamment parce qu'il touche 2 gestes pédagogiques majeurs que sont notamment les devoirs et l'évaluation. Ça, c'est vraiment les deux impacts les plus importants qui ont amené certains enseignants à se questionner sur leur pratique et voire même certains à nous exprimer ce qu'ils estimaient des injonctions contradictoires. Alors, on en cite un certain nombre dans le rapport, je vous invite à lire, il est public. Mais parmi celles-ci, vous avez par exemple le fait qu'on impulse l'utilisation de l'IA générative alors qu'on fait en parallèle de l'éducation au développement durable. Donc aller pousser une technologie qui est très énergivore, ça peut vous paraître quand même contradictoire. Le fait de pousser l'utilisation d'une d'IA générative alors que en fait on ne peut pas fournir un outil complètement souverain, totalement autonome qui nous mettrait plus ou moins à l'abri du RGPD. Mais ça, du coup, je laisserai Axel parler du cadre en éducation qui permet de lever quelques freins de ce point de vue-là. Mais surtout, l'impact majeur ou la contradiction majeure en fait, qu'on a perçue sur le terrain, c'est le fait qu'il y avait cette volonté de renforcer les fondamentaux et d'impulser de l'IA générative en même temps, qui semblait pour beaucoup être un paradoxe, parce que pour beaucoup, renforcer les fondamentaux sous-entendait méthode traditionnelle. Donc voilà, de manière claire, il faut arriver à sortir de ce discours un peu manichéen qui vise en fait une intégration totale de l'IA d'un côté ou un modèle qui serait complètement fermé de l'autre. Notre école ne peut pas être ignorante du monde contemporain dans lequel on évolue et on doit pouvoir tirer parti de cette technologie pour un meilleur apprentissage de nos élèves et pour une meilleure efficience du système éducatif. Donc là, de manière globale, effectivement, il y a vraiment quelque chose à enclencher et ça reste toujours d'actualité, même si vous l'avez dit, le rapport a 1 an. Mais pour autant, ça, ce sont des éléments quand même de constat qui restent toujours d'actualité. Donc il y a clairement un besoin de construire un modèle collectif. Voilà. Il faut bien imprégner que la trajectoire, c'est pas de dire préserver les gestes traditionnels, c'est interdire l'IA. C'est pas du tout la même chose. Et intégrer l'IA ne suffit pas à abandonner les gestes traditionnels. Donc il y a vraiment un chemin intermédiaire à trouver, un modèle collectif à construire où on intègre l'IA au bon endroit pour la bonne raison et de manière très efficace. Et clairement, ce modèle, il n'est pas construit. Il est en cours de construction par des expérimentations qui se font localement, etc., et par le besoin de concentrer. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un nombre d'invariants, enfin, il y a quelques invariants. Il faut qu'on forme tous nos élèves, en fait, à l'IA. Je ne parle pas juste d'une formation scientifique et technique. On a déjà de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de nos programmes. On a maintenant des outils qui nous permettent d'aborder cette complexité avec plus de simplicité. Mais il y a aussi toute cette logique d'appréhender l'IA en fait, par des usages quels qu'ils soient, de questionner ça d'un point de vue philosophique, juridique, etc. Donc il faut vraiment embrasser l'IA dans toute sa globalité dans la formation de nos élèves. Il y a le fait de créer des espaces d'échange. Donc, il y en a certains qui se font au niveau national, notamment la CREA, mais là aussi, je laisserai Axel en parler, il le fera mieux que moi. Mais le rapport pousse pour que justement ces espaces d'échange se trouvent aussi dans les établissements, parce que là, c'est une échelle extrêmement intéressante pour que les collègues puissent échanger sur leurs pratiques et créer une dynamique collective. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de s'enclencher et qu'il faut absolument qu'on arrive à perdurer. Et le troisième invariant, c'est la pérennité des outils. On a un vrai sujet, effectivement, sur construire des outils qui soient efficients et ça prend du temps, ça demande des itérations, ça passe par des solutions et des modèles qui sont encore à affiner et on a besoin d'arriver à stabiliser cette pérennité pour que derrière, en fait, une pédagogie qui soit construite avec un outil puisse se reporter après. Donc voilà, il y a énormément de choses aussi très complètes dans le rapport, mais de manière globale. En fait, ce qu'il pousse, c'est une réflexion dans les établissements scolaires, une formation de tous les acteurs, les enseignants en premier lieu, bien entendu,
mais bien également tous les cadres en fait qui vont les accompagner en académie pour le besoin justement d'arriver à créer cette dynamique collective. Et donc il y a énormément d'actions qui sont menées par la DNE, par la DGESCO. L'inspection générale y contribue dès qu'elle en a la possibilité ou dès qu'elle est sollicitée pour justement arriver à créer cette dynamique-là. Ce qui est certain, c'est que in fine, il faut vraiment garder à l'esprit que notre finalité, c'est vraiment nos élèves. Ça n'a jamais changé et ça restera ça. Il faut qu'on prépare nos élèves en fait, à devenir les adultes de demain, aussi bien en tant que citoyens. Ils vont évoluer dans un univers où l'IA, elle existe. Elle nous questionne, vous et moi, tous les jours, parce qu'on lit des articles, des usages qui en sont faits, qui nous questionnent. On ne peut pas laisser nos élèves ignorants de ces aspects-là et ne pas avoir réfléchi à ça. Et on a aussi besoin de les amener sur une compréhension de ces modèles-là pour que peut-être certains se projettent dans ce type de carrière et puissent disposer des compétences en fait, derrière. Donc on a besoin de former nos élèves comme futurs citoyens et comme professionnels. Il y a vraiment effectivement, ça reste un objet qui est à faire. Et on a besoin d'avoir des espaces dans lesquels on va tester, expérimenter, accepter que parfois c'était une fausse bonne idée, mais partager le fait que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné pour qu'on arrive à construire collectivement ce modèle-là. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit les éléments essentiels, même si le rapport est un peu ancien, je pense qu'il y a énormément de constats qui peuvent être prolongés. Et il est tout à fait disponible, donc je vous invite à aller le lire et le regarder sur Internet. Axel, on a entendu donc un peu l'horizon fixé par l'UNESCO avec ses objectifs très développement durable, très éthique, qui est autour des ressources éducatives libres, de modèles plus souverains, plus ouverts, plus explicables. On a entendu aussi la situation actuelle dans les établissements scolaires avec ces tensions qui sont en permanence présentes, ces injonctions contradictoires qu'il faut arriver à résoudre au quotidien. Comment vous, à la direction du numérique éducatif, vous accompagnez justement, alors là, pas forcément les élèves directement, mais les enseignants, les personnels, dans la résolution de ces tensions? Quels sont les éléments que vous pouvez leur mettre à disposition pour les accompagner dans cette appropriation et cette émergence de l'IA en éducation, et peut-être au-delà des personnels enseignants, l'ensemble de cette communauté qui produit des ressources éducatives, peut-être libres. Voilà. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir être avec vous à nouveau par rapport à l'année dernière. Comme ça a été très bien dit, l'IA est là dans toute la société et l'école se retrouve naturellement questionnée, au minimum questionnée, parfois impactée par cette disponibilité, comme tu l'as très bien dit Vincent, depuis la disponibilité grand public de ChatGPT. Au ministère, aidé par les chercheurs, aidé par l'inspection générale, la DGESCO et avec les équipes académiques et en bénéficiant aussi de l'innovation des EdTech, de la filière française, on tente de se tenir éloigné de deux extrémismes. Les technophiles béats d'admiration devant l'IA et les technophobes nostalgiques de l'école du 19e siècle. Quelque part, loin de ces deux extrémismes, on doit pouvoir trouver le chemin le plus adapté. Et si on dézoome, qu'est-ce que produit l'IA? Du savoir, et je n'ai pas qualifié la qualité de ce savoir produit. Qui doit être très perturbé par cette production de savoir disponible de manière massive, quantitative? L'école. Parce que quel est le rôle de l'école? C'est de transmettre des savoirs. Donc c'est normal qu'il y ait des questionnements, des doutes, parfois des angoisses, de la part des gens qui, depuis des milliers d'années, sont chargés de transmettre des savoirs. Le point important, c'est qu'on n'a pas qualifié la nature de ces savoirs, et parfois c'est brillant, parfois c'est révisionniste, et parfois c'est détestable. Parce qu'à nouveau, il y a deux extrêmes, ce qui se passe dans le Far West, de Californiens qui ne rendent compte à personne, et qui aiment bien avoir des consommateurs. Et parfois, sur l'Est, il y a des gens qui pensent à développer des grands modèles d'IA en investissant 10 fois, 20 fois ce qu'on investit l'ensemble de l'Europe, pour développer des IA dont le but n'est pas d'élever le niveau intellectuel, ni l'autonomie des élèves pour se projeter dans leur vie et être des citoyens éclairés, mais juste d'être bien contrôlés. Donc c'est très complexe de chercher une voie intermédiaire en se tenant le plus loin possible des simplifications et donc des extrémistes. Donc il était temps, et on a eu la chance d'y travailler avec l'inspection générale, les chercheurs, de poser un cadre d'usage qui a été publié donc mi-juin, cadre d'usage de l'IA en éducation,
Parce que de manière très pragmatique, on observait, et c'est très bien ainsi, qu'en académie, dans les établissements, les professeurs innovaient, exploraient les potentialités des IA génératives au bénéfice de leurs élèves, en voulant très très bien faire. L'essentiel du temps, ils le faisaient parfaitement bien, mais parfois, clairement, il y avait des choses qui étaient limites sur les législations. Donc il nous a semblé très important, avec l'inspection générale, la DGESCO, l'ADNE et le réseau Canopé, et appuyé par les éclairages scientifiques, y compris de la filière EdTech, y compris des DRAN, etc., de poser les éléments, donc redéfinir qu'est-ce qu'il y a en éducation, déjà une question de définition. Mal définir le monde, c'est mal s'engager dans le monde tel qu'il change rapidement. Donc là, on a besoin de clarifier les éléments. Et Vincent l'a très bien dit, la disponibilité des IA génératives a tout changé, parce que clairement, comme tu le disais, la problématique est très ancienne. L'IA se trouve être un formidable catalyseur ou révélateur de très anciennes problématiques pour l'éducation. Mais maintenant, du fait de l'accélération qu'on subit, il nous faut répondre, il est temps de répondre à des questions premières, comme tu l'as très bien dit. Quelle place de l'évaluation? Quelle place de l'apprentissage à la maison, en classe? Ces éléments-là doivent être sur la table. Honnêtement, on aurait dû les mettre sur la table depuis bien longtemps. Donc dans le cadre, on définit les éléments et on pose ce que l'on peut faire en éducation et ce que l'on ne doit pas faire en éducation avec l'IA. Donc on distingue bien usage privé de ce qu'on peut faire au service des apprentissages. Et clairement, on aborde des sujets relativement simplement en le posant au titre de l'évaluation. Il est normal d'aborder ces sujets-là, de redéfinir un cadre de confiance, de comment je peux m'en servir pour apprendre, parce que c'est un formidable outil aussi pour apprendre des choses. Parmi la palette des choses disponibles pour mieux apprendre, donc des livres, des manuels, des sites internet, la fratrie, évidemment ce qui se passe en classe. Et ce qu'on réaffirme essentiellement, c'est que le ministère fait confiance aux professeurs. Le professeur est central au service de la deuxième personne centrale que sont les élèves. Et donc on dit aux professeurs, emparez-vous des potentialités des IA génératives, attention avec ces objets-là qui portent des intentions pensées, voulues par d'autres parfois. Donc quand on utilise naïvement des grands modèles de langage développés par des personnes qui rendent des comptes à personne, on est presque dans une situation de colonisation, en tout cas de prédation. Parce que les grands modèles qu'on utilise quasiment tous ici ont été développés en pillant la culture essentiellement européenne, sans jamais rendre de compte ni sur comment ça a été entraîné, ni en payant des ayants droit. Je pense en premier aux artistes, qui ont vraiment de quoi être en colère. Et ces éléments-là sont développés avec des modèles qui ensuite sont très impressionnants, mais rappelons-nous que ChatGPT est sur une base d'entraînement à 8% sur les éléments de culture francophone. À quel titre on accepte d'utiliser des modèles qui ne reposent que sur 8% de notre propre culture? C'est pour ça que j'utilise sciemment le terme de colonisation. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et donc dans le cadre d'usage, on pose des éléments de rappel sur l'évaluation, l'extrême vigilance que les professeurs doivent avoir sur le pas critique dans les usages, parce que si ça n'est pas fait à l'école, ça ne sera pas fait à la maison, et les grands titans de la tech n'ont pas vocation à développer l'esprit critique de nos élèves. Jamais. Donc ça doit être fait impérativement à l'école. L'EMI doit être visité à l'ère des IA génératives, donc on le dit. L'essentiel de l'école, et vous le savez tous, c'est de former des citoyens suffisamment instruits pour faire des choix éclairés, pour se projeter en autonomie, quel que soit leur choix. Mais actuellement, il y a une sorte de surcouche d'analphabétisme, une sorte d'illettrisme à l'ère de l'IA, qu'il nous faut forcément travailler à l'école. Et c'est le dernier rempart avant des risques majeurs. Et du coup, le cadre d'usage de l'IA, j'étais sur le café du Carrefour de l'innovation pédagogique là, tout à l'heure avec un certain nombre d'enseignants, et on a travaillé justement sur ce fameux cadre d'usage de l'IA. Et une des questions, c'était est-ce que c'est quelque chose qui s'impose, ou est-ce que c'est quelque chose qui permet d'agir, mais sans forcément être réglementaire? À quel point on doit être conforme à ce cadre? Et ensuite, je voudrais peut-être juste que tu dises quand même un mot à la fois de la CREA et du P2IA, de manière à ce qu'on puisse ensuite inviter nos collègues dans ce cadre-là. Le cadre a vocation à passer du silence assourdissant du ministère, alors que les usages étaient massifs partout, à
une proposition est faite, et on insiste quand même, c'est assez rare pour qu'on le souligne, ça a été une consultation, c'est le fruit d'une très large consultation de l'ensemble des membres de la communauté éducative. C'est relativement une première pour le ministère de l'Éducation nationale. On a consulté tous les agents, tous les corps d'enseignement, les chercheurs, je l'ai dit, les inspecteurs, les représentants des parents d'élèves, les élèves, vous voyez, sur ces éléments. Et donc le cadre d'usage est un objet d'équilibre qu'on trouve ensemble sur la communauté, avec des désaccords parfois. Certains avaient la tentation de dire allons à l'interdiction, principe de précaution, mais principe complètement azimuté dans un 21e siècle qui a déjà complètement changé par rapport au 20e siècle. Donc on pose ce cadre. Le cadre n'est pas parfait, mais on passe d'un silence à des propositions, des recommandations, une vigilance. Nous, quand on pose le terme cadre, c'est quand même pour aider les enseignants à s'y repérer. Le problème dans les temps actuels, c'est pas d'avoir peu d'informations, c'est d'en avoir peu et des pertinentes. Le ministère, l'inspection générale, la DGESCO et Réseau Canopé, on pose des éléments en disant voilà ce qui peut vous aider de vous orienter. On ne dit pas qu'on ne modifiera pas, qu'on ne précisera pas ce cadre d'usage. La CREIA, communauté de réflexion en éducation sur l'IA, est une communauté apprenante horizontale. Point d'innovation pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc les collègues viennent avec des bonnes questions, des collègues d'autres académies viennent avec des très bonnes réponses, parce que nous n'avons pas le savoir absolu, puisque tout bouge actuellement. Les repères bougent. Le seul pivot qui doit être stable dans notre réflexion, c'est centré sur le professeur et sur les élèves. Tout le reste bouge. L'évaluation, les preuves scientifiques, comment on différencie. Vous voyez, tous ces éléments-là peuvent bouger, et c'est normal que ça bouge, puisque l'IA les perturbe beaucoup, les modifie beaucoup. Et donc, dans la CREIA, on a une occasion d'avoir des temps d'échange entre professionnels qui échangent avec des très bonnes questions et sur lesquelles on essaie de répondre et de trouver des réponses des fois partielles. Et ces réponses partielles stabiliseront et amélioreront aussi le cadre d'usage. Et peut-être un dernier point du coup sur le P2IA, avec du coup, Oui. puisqu'on a parlé des outils, on a parlé du fait qu'on dispose d'assez peu d'outils ouverts ou souverains, ou voilà. Quel est l'objectif avec ce P2IA? Alors je sais bien que c'est pas forcément, enfin, on a dit qu'il y avait plusieurs IA, etc. Mais est-ce que juste nous donner un petit peu le cadre, et puis je crois qu'il y en a un nouveau qui va être lancé ou... Alors actuellement, le ministère a notifié, donc on a délivré les résultats d'un marché public pour adresser l'enseignement du français, mathématiques et langue vivante en CM1, CM2, 6e. Vous pouvez les rencontrer sur les stands du ministère et vendredi sur le stand de l'équipe de la région académique Île-de-France. Qu'est-ce qu'un partenariat d'innovation? C'est un marché public-privé qui permet de qualifier, d'après nous, les meilleures équipes émanant des EdTech associées à des laboratoires de recherche. Alors j'insiste, l'école de la République n'est pas l'école de Poudlard. Tout commence par de la science, des sciences cognitives, des sciences de l'éducation, des sciences de l'IA. Tout doit continuer avec de la science, donc contrôlé, et tout doit être ensuite évalué avec de la science. De bout en bout, basé sur de la science. On qualifie les meilleurs d'après nous, donc Inspection Générale des GESCO, DNE à nouveau, et évidemment les équipes des DRAN. On qualifie ces meilleures équipes qui co-construisent avec les classes volontaires pendant 15 mois les services pour que ce soit le plus adapté aux besoins exprimés par les professeurs. Et je vais le dire très simplement, on pense toujours qualifier les meilleurs, mais je vous assure que les professeurs sur le terrain font des remontées extrêmement expéditives, extrêmement pertinentes et performantes pour mieux guider le développement des services qui sont... On a une immense chance. En France, très peu de pays européens ont la chance d'avoir un écosystème EdTech à ce niveau de qualification et à ce niveau de qualité. Clairement, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent européen. Je le dis très sincèrement, voilà, je ne suis pas responsable de la qualité des EdTech françaises, mais ce que je vois, j'ai la chance de pouvoir le comparer avec des pays européens, je veux bien qu'on m'indique une EdTech qui soit meilleure que les EdTech françaises. On a tout pour le faire correctement, avec un haut degré d'exigence sur le fond scientifique, comme je l'ai dit, sur le respect du cadre, le respect RGPD européen, la souveraineté, où sont stockées les données, etc. etc. Des questions qui ne sont pas mineures, des questions qui permettent de rester en plus de transparence, on rend des comptes, et en plus de confiance, parce qu'en fait, on peut tout justifier et se dire que les données sont hébergées chez nous. Alors, je veux enlever une idée. On ne dit pas que nos modèles seront meilleurs que les grands modèles, par exemple, américains. On dit juste que les biais importés sur nos modèles, il y en aura, mais ce seront nos biais. Et ces biais seront à l'image de notre culture. Et il n'y a pas de raison d'avoir les biais de la culture californienne. Il n'y a pas de raison d'accepter ça, en fait. Merci, donc, voilà ce qu'on fait sur avec une dynamique EdTech, recherche et évidemment usagers, les professeurs, avec évidemment un accompagnement du ministère et de l'Inspection Générale. Merci Axel, merci à vous trois. Je vais vous demander de bien vouloir laisser place justement à un certain nombre de projets. Vous pouvez les applaudir et on pourra leur poser des questions par la suite.
pour justement cette deuxième partie de la conférence où on va essayer de balayer un petit peu vraiment des outils et des actions très concrètes qui sont menées aujourd'hui à l'école et avec les EdTech. Donc j'invite Caroline Mose à me rejoindre, Aude Blankert-Guénaud, Léo Briand et Nicolas Poulain. Merci beaucoup. Donc on a entendu parler de cadres de l'UNESCO, de cadres du ministère, etc. Maintenant, on aimerait bien savoir comment on fait pour travailler dans ce cadre ou s'appuyer sur ce cadre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce font les porteurs de projets dans les académies? Qu'est-ce qu'ils font dans les EdTech? Qu'est-ce qu'ils font dans les... voilà, globalement, on a académie et EdTech ici autour de la table. Et pour cela, j'aimerais d'abord donner la parole à Caroline Mosé. Donc merci beaucoup, vous venez de Polynésie française, vous avez fait tout ce chemin jusqu'à nous et on est ravis de vous accueillir. Vous avez travaillé pas mal cette année sur la production d'activités pédagogiques qui s'appuient sur l'IA générative, avec une visée créative. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, quelles résistances éventuellement vous avez aussi rencontrées et comment vous les avez dépassées? Caroline, c'est à vous. Alors, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc, je me présente, Caroline Mosé, je suis chef du département de la formation continue et de l'innovation en Polynésie française. C'est l'équivalent des EAFC en métropole. Donc, nous, on a produit un livret d'activités créatives autour de l'IA, un livret interdegré qui va donc sur des activités de l'école au lycée. Et on a eu le soutien de la recherche et de Margarida Romero pour porter la production de ce livret. Pourquoi un livret d'activités concrètes? Parce qu'on est parti du postulat que pour convaincre les enseignants sur des activités qui émergeaient déjà et convaincre la communauté éducative sur ce que nous proposions, il fallait que les activités soient ancrées sur le terrain. Donc c'était notre premier postulat. Et aussi le deuxième postulat, c'est qu'il fallait que la formation de tous puisse avoir lieu en même temps. Donc c'est sur ces deux postulats qu'on est parti. Il y a eu un élément déclencheur l'année dernière. On a assisté à cette même conférence, première table ronde avec Axel Jean, qui a évoqué le fait que sur les questions d'IA, il était important, il était urgent de ne pas attendre. Donc on s'est lancé et on est allé avec nos doutes et nos incertitudes pour voir ce qu'on pouvait proposer. Premier point, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte en compétences. Donc, on s'est fait accompagner par la recherche et Margarida Romero, qui nous a aidé à structurer deux groupes. Un groupe de réflexion intercatégorielle avec des IEN, des IAIPR, des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques, des formateurs, pour qu'on puisse se former et monter en compétences tous ensemble. Et en parallèle, un groupe expérimental avec des enseignants qui, donc du lycée à l'école élémentaire, on trouvait important qu'il n'y ait pas de réflexion en silo, mais qu'on puisse travailler sur l'interdegré tous ensemble pour avoir des regards croisés et travailler sur des activités qui allaient être proposées et qui a donc abouti à ce livret et à ces activités. Donc toutes les questions qui ont été évoquées précédemment, on se les posait, quels outils, des IA souveraines, des IA libres, l'évaluation dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait, et on a abouti à ce livret. Je vais prendre 3 exemples concrets. Un premier exemple en mathématiques où un enseignant a utilisé l'IA comme assistant pour ses élèves. Il voulait d'abord fonctionner un peu à l'idée de la classe inversée, c'est-à-dire travailler une notion avec des élèves qui n'avaient pas du tout été vus en cours et voir comment ils allaient l'aborder avec des IA génératives. In fine, les élèves ont trouvé une solution au problème qui était proposé et dans un second temps, le professeur a travaillé le cours avec les élèves. Donc c'est arrivé après que les élèves aient questionné l'IA générative. Il y avait une contrainte, c'était de garder les traces du prompt pour que l'enseignant puisse évaluer justement pas que la production finale, mais également le prompt qui avait été produit pour comprendre la démarche des élèves. Donc le second temps est arrivé avec le travail autour de la notion de manière plus traditionnelle avec l'enseignant. Et là, les élèves se sont aperçus que la solution qu'ils
qu'ils avaient proposée, qui était correcte, en fait, n'était pas forcément la plus efficiente. Et ça, c'est grâce aux professeurs. Donc, il y a eu un troisième temps où les élèves, après avoir abordé le cours avec le professeur, ont re-questionné l'IA générative, mais pour aboutir là à des prompts plus efficients. Et donc, ils se sont rendus compte que leur niveau d'expertise comptait beaucoup dans le questionnement de l'IA. Donc, à terme, l'enseignant qui s'était d'abord lancé sur une idée de classe inversée a identifié en fait le temps, à quel moment il était plus opportun et comment il était plus opportun d'utiliser l'IA. Et c'est donc de se dire qu'il faut décaler l'usage de l'IA après les apports pour que les élèves soient plus experts dans ce qu'ils allaient proposer et utiliser comme prompt. Donc, voilà un peu ce qui a été proposé autour des mathématiques. Et en termes de gestes professionnels, ça a vraiment... l'enseignant a changé de posture puisque c'était plus uniquement le produit fini qui était utilisé, mais vraiment les traces de la pensée de l'élève qui questionnait l'IA. Deuxième projet qu'on a proposé, et là je vais rebondir sur encore une fois l'esprit critique, et on parlait des 8% de la culture, de notre culture qui apparaissait dans les IA génératives grand public. En Polynésie française, nous avons une spécificité, c'est que la langue polynésienne est inscrite au programme, puisqu'on a des programmes adaptés, puisqu'on a également un ministère de l'éducation locale avec des compétences partagées entre le national et le local. Et donc, on a essayé d'utiliser l'IA générative pour travailler la langue polynésienne, et on s'est tout de suite aperçu, comme ce qui a été énoncé tout à l'heure, qu'à un moment, quand ça ne fonctionne pas, il faut le dire. Et justement, ces IA qui sont très généralistes ne sont pas entraînés pour notre culture. On parlait de 8% pour le français. Imaginez l'exception culturelle pour les Polynésiens. On est 300 000 en tout dans le monde, donc c'est vraiment compliqué. Et en fait, comment l'enseignante, elle a basculé, elle a utilisé en fait le fait que l'IA ne répondait pas bien en langue polynésienne, eh bien, elle a développé l'esprit critique des élèves. Elle en a fait des experts, puisque eux étaient plus à même d'avoir des éléments de réponse sur la langue polynésienne, et ça a fait émerger en fait le fait que on doit valoriser, protéger nos langues et justement travailler à leur préservation, et aussi peut-être en Polynésie travailler sur la culture numérique pour que la langue polynésienne soit plus présente aussi dans ce domaine-là. Donc ces questions ont émergé également. Le troisième point, c'est une expérience qui a eu lieu dans le premier degré, où ce livret a été édité avant le cadre de l'IA qui est sorti en juin. Et donc là, on avait utilisé un chatbot qu'on avait entraîné pour apporter une réponse personnalisée à des élèves dans le cadre de la production d'écrits. Comment améliorer sa production d'écrits avec un chatbot qui est paramétré par l'enseignante. Et en parallèle, on a utilisé une application Plume pour justement proposer des parcours personnalisés. On s'est très rapidement aperçu que c'était complexe, chronophage pour l'enseignant de travailler sur les chatbots et de les paramétrer, et que les élèves ne réagissaient pas assez bien parce que c'était trop complexe pour eux aussi de questionner l'IA. Donc, in fine, on s'est dit, on a rejoint complètement les conclusions du cadre de l'usage de l'IA, que pour le premier degré, il fallait utiliser des IA spécialisées ou des choses qui étaient déjà préparamétrées pour personnaliser le travail. Merci beaucoup, Caroline, pour ce retour d'expérience extrêmement riche, et puis qui en plus offre une transition absolument parfaite avec notre deuxième intervenante. Donc Aude, vous êtes la fondatrice justement de Plume, une application qui accompagne les élèves dans la maîtrise de l'écriture, et vous êtes aussi présidente de DedTech France. Donc là, ça vous pose un double défi, cette question de l'IA, des ressources éducatives libres. Comment l'IA vient en tension avec justement cette question de l'apprentissage des fondamentaux dont on a parlé, de l'apprentissage de l'écrit, et comment vous, en tant que EdTech, vous posez sur cet questionnement des IA souveraines et des ressources éducatives libres d'autre part? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que d'emblée, il faut vraiment réfléchir à ce dont on parle quand on parle d'IA. En réalité, le grand public, quand on parle d'IA, associe immédiatement, quasiment, à ChatGPT, ce qui est un énorme problème, puisque, en fait, quand on parle d'IA en éducation, bien évidemment, ça n'est pas ce dont on parle. Donc,
je parle pour les EdTech qui sont chez EdTech France, je parle pour Plume, etc. Les IA que nous construisons ne sont pas des IA qui sont des IA génératives, tout venant, etc. Ce sont des IA qui sont construites, élaborées sur des corpus qui sont très spécifiques. Dans le cadre de Plume, par exemple, on travaille sur des corpus francophones qu'on a collectés depuis plusieurs années, mais surtout qu'on a sérié, qu'on a anonymisé, qu'on a vraiment travaillé d'une façon hyper spécifique. Donc déjà, c'est la première chose que je veux dire, c'est quand on parle d'IA en éducation, on parle d'une verticale et d'une spécialisation qui est très très précise. Et il n'est évidemment pas question de proposer à nos élèves et à nos collègues des IA qui soient le résultat d'un pillage, Axel l'expliquait très bien, ou qui présentent des biais qui sont complètement inadmissibles, de type misogynie, racisme, etc. Enfin, ça, il faut être très clair sur le fait que la EdTech française ne propose pas ça. Voilà. Donc, premier point. Deuxième point, comment on se positionne ? Nous, on pense chez EdTech France que le partenariat public-privé est un partenariat extrêmement vertueux et qu'il faut en effet se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments pour outiller, pour former et pour amener tous les enseignants à rénover l'école, puisque en fait c'est notre enjeu. Il faut bien se rendre compte qu'on a des enjeux technologiques. On n'a aucune idée du type de travail dont nos élèves auront la charge demain. Donc il faut qu'on outille nos élèves, nos enseignants d'une façon... et c'est la préconisation de l'IGSR d'ailleurs. Donc voilà. Donc il faut qu'on les outille. Il ne faut pas qu'on les outille n'importe comment. Il faut qu'on les forme, etc. Aujourd'hui, le grand paradoxe qu'on rencontre, c'est qu'il y a 5-6 ans, il y avait très peu d'enseignants qui étaient utilisateurs de la EdTech. Et aujourd'hui, on a un renversement de paradigme qui est assez incroyable, c'est-à-dire que nos élèves sont des plus grands utilisateurs des IA, mais pas des IA de la EdTech française le plus souvent, que nous-mêmes qui sommes des enseignants. Donc en fait, le paradigme s'est totalement inversé. Donc notre enjeu, c'est proposer aux enseignants et à leurs élèves des outils, des usages qui soient sécurisés, sécurisants et surtout performants. Voilà, c'est la façon dont on envisage les choses. À titre plus personnel chez Plume, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille vraiment sur un test de positionnement qu'on a élaboré avec le CNRS, donc quelque chose d'extrêmement spécifique. On va venir positionner les élèves sur un test de positionnement extrêmement précis. Et ensuite, on génère des parcours d'activité sur mesure qui permettent une remédiation absolument extrêmement fine, mais aussi des groupes de besoins, pour permettre à tous les enseignants d'avoir de la visibilité sur la différenciation pédagogique qu'ils mènent. Pour l'élève, comment ça se traduit ? Ça se traduit par un petit assistant d'écriture avec lequel il peut échanger et justement avoir accès à quelque chose de très spécifique. Et tu parlais du sujet du plurilinguisme, qui est absolument fondamental. Il faut parler aussi de l'allophonie, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui sont allophones. D'accord ? On a les enfants qui ont des besoins spécifiques. Tous ces enfants-là, ils ont besoin d'une différenciation, ils ont besoin d'accessibilité, ils ont besoin d'outils numériques qui soient performants, sécurisés, au service de la performance éducative. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup, Aude. On entend que voilà, il y a différentes IA génératives aussi, différents cadres et contextes d'usage avec des besoins particuliers. Léo Briand, vous êtes le fondateur de VitaScience, une plateforme qui développe des outils pour l'éducation au numérique, et vous êtes le vice-président de l'AFINEF, l'autre association de EdTech. Vous, comment vous abordez cette question de l'émergence de l'IA et aussi ce mouvement d'ouverture des ressources dont on a peut-être un peu moins parlé là, mais qui vient aussi questionner du coup ces sujets de modèles. On a parlé tout à l'heure d'éducation à l'usage de l'IA, mais il faut aussi bien comprendre comment ça fonctionne. Quelle est votre proposition ? Oui. Je sais pas, il marche le micro là ? Oui, c'est bon. Donc je dirais effectivement qu'il y a deux sujets autour de l'IA dans l'éducation. Il y a son usage, donc comment est-ce qu'on peut utiliser des IA dans sa pratique professionnelle du côté des enseignants et comment les élèves peuvent s'en servir aussi. Et puis il y a un autre côté qui est enseigner finalement comment ça marche et du coup parler de l'IA en tant que sujet. Donc
une approche, ça pourrait être de dire on va créer une nouvelle discipline qui s'appellera discipline IA ou informatique au sens large, dans laquelle on viendrait enseigner finalement comment on s'en sert, comment ça marche, l'histoire, tout ça. Mais on sait que c'est très difficile de créer une nouvelle discipline et probablement que ça ne va pas voir le jour. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Donc du coup, ce qui va se passer, je pense, c'est que comme ça touche toutes les disciplines, aussi bien les arts, puisqu'on va pouvoir générer des œuvres par IA, que les disciplines littéraires ou scientifiques, on va vraiment avoir de l'IA un peu partout. Et donc, ce qui se passe, à mon avis, c'est qu'il va falloir éduquer tous les jeunes et puis aussi tous les enseignants à comment fonctionne une IA, quels impacts ça peut avoir, donc aussi bien des impacts sociétaux, éthiques, environnementaux. On a beaucoup parlé de biais, par exemple, tout à l'heure dans les échanges. Je ne suis pas certain que tout le monde sache de quoi on parle. Pourquoi est-ce que les IA sont biaisées? Est-ce que c'est possible d'avoir une IA sans biais? Comment est-ce que les biais arrivent dans ces IA-là? Qu'est-ce qu'on contrôle? Voilà, donc toutes ces données-là, en fait, je ne suis pas certain qu'elles soient maîtrisées par tous, mais je pense qu'elles sont vraiment essentielles. Et donc, je ne pense pas que tout le monde va devenir ingénieur en IA, ce n'est pas souhaitable. La pluralité des métiers, elle va rester la même. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait un socle de base. Et je pense que les implications, elles sont pas juste sur l'insertion professionnelle et l'emploi, elles vont être vraiment à des niveaux très fondamentaux, comme par exemple la démocratie, on en a parlé tout à l'heure vaguement, mais c'est assez facile au final d'influencer toute une population. Si par exemple aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous savez, mais au début de toutes les IA, il y a un prompt de conditionnement qui indique à l'IA son comportement. Et par exemple, on peut dire à l'IA, tu vas tutoyer ou tu vas vouvoyer. Et dans ce cas-là, toutes les conversations que toute la population aura vont être avec du tutoiement ou du vouvoiement. Ça, vous ne le voyez pas, c'est la personne qui crée l'IA qui va le mettre. Donc imaginons demain, donc OpenAI, la société qui dirige ChatGPT, qui a 700 ou 800 millions d'utilisateurs, dit dans toutes les conversations, tu vas favoriser Donald Trump par rapport au candidat démocrate. Ça, vous ne le verrez pas, mais si quelqu'un fait ça, il y a de grandes chances pour que au moins 5 à 10% de la population bascule d'un côté politique à l'autre, sans que personne ne puisse réellement s'en apercevoir, parce que l'impact va être massif. Donc je pense que l'enjeu, il n'est pas juste sur la technique, le fait de savoir rédiger des bons prompts pour faire des slides ou pour rédiger une dissertation. Il va bien au-delà, il est très profond, et je pense que tout le monde dans cette salle, mais aussi dans le monde entier, doit comprendre les fondamentaux, qu'une IA, c'est finalement quelque chose qui régurgite ses données d'entraînement. Donc on va lui donner des choses à manger et ensuite elle va être capable de les recracher. Du coup, si on lui donne des milliers de bouquins en polynésien, probablement qu'il parlera mieux cette langue et que finalement, si on lui dit d'agir de telle façon ou de telle autre façon, ça va fortement influencer le comportement. Donc moi, mon approche, et si vous devez retenir un seul message de mon intervention, c'est qu'il faut une éducation à l'IA en tant que sujet. Pas forcément disciplinaire en créant une nouvelle discipline parce que c'est trop compliqué, mais au moins dans toutes les disciplines saupoudrer un peu d'enseignement à l'IA. Voilà, ça c'est mon message principal. Et au-delà de ça, dans la pratique professionnelle, l'IA peut apporter des vrais bénéfices quand on sait s'en servir pour accélérer dans la création des documents pédagogiques, pour faciliter la correction, mais ça soulève énormément de problèmes. D'où l'idée de se faire accompagner, je pense, par des solutions de la EdTech. Et en France, on a la chance, ça a été dit, d'avoir plusieurs centaines de structures associatives ou entreprises qui font des solutions éducatives pensées pour le terrain, pensées avec les enseignants. Et donc je pense qu'il faut vraiment savoir tirer parti de cette chance-là, plutôt que d'utiliser seulement du ChatGPT, en prenant un peu cette image-là. Et donc pour moi, la notion de travailler avec la filière éducative est très importante pour les enseignants, et donc j'espère qu'on va poursuivre sur cette voie en France, donc de créer ces partenariats publics-privés. Et voilà. Des partenariats et des solutions à la fois pour outiller les enseignants, pour mieux travailler, accompagner les élèves à besoins spécifiques, mais aussi pour expliquer les dessous de l'IA. Et tu as été assez rapide sur le sujet, mais en tout cas, voilà, il y a un certain nombre de propositions aussi qui sont faites par les acteurs de la tech pour éduquer au numérique et faire mieux rendre visible, on va dire, un certain nombre de boîtes noires qui peuvent exister sur un certain nombre de sujets. Et c'est aussi le cas dans d'autres structures plus, enfin pas forcément associatives ou de l'éducation populaire, sur lesquelles on doit aussi élargir ce travail d'éducation critique et d'éducation scientifique et technique.
Pour finir cette table ronde, je souhaitais redonner la parole à des acteurs académiques, ici à l'Académie de Paris. Il nous reste un usage dont on a assez peu parlé dans l'outillage des enseignants, c'est comment aussi l'IA va leur permettre de créer eux-mêmes en fait des ressources éducatives qui vont peut-être pouvoir plus remettre en partage. On assiste en ce moment à un mouvement quand même assez large de partage de communs, de ressources éducatives libres, etc., qui sont du coup basées sur de la production, pas uniquement de spécialistes de la technologie, mais bien de spécialistes de la pédagogie qui peut-être au départ n'auraient pas forcément remis ces éléments-là en partage. En quoi l'IA là peut venir aider justement, accompagner aussi un certain nombre d'enseignants à franchir peut-être le pas pour pouvoir repartager leurs travaux. Merci. Et j'ai pas dit que vous étiez chef du projet Capital, excusez-moi. Merci de me donner la parole. Oui, effectivement, la production de ressources pédagogiques entre enseignants, le partage de ressources pédagogiques entre enseignants, c'est un élément fondamental du quotidien des enseignants. Aujourd'hui, on a proposé une plateforme qui s'appelle Capital, qui effectivement permet de travailler sur la notion de STIAM, donc les sciences en général, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et sur cette plateforme, les enseignants vont pouvoir partager des productions pédagogiques à destination des élèves. Alors, sur le côté IA, je voudrais, plutôt que de parler, si vous le permettez, de production assistée pour les enseignants, j'avais envie de prolonger ce que disait Léo sur la notion de compréhension du fonctionnement d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces notions d'intelligence artificielle, on essaie de les expliquer, mais c'est extrêmement complexe. Tellement complexe qu'on voit assez mal comment l'aborder, surtout avec des élèves dont le niveau scientifique, mathématique, est celui d'un lycéen, et en particulier en seconde en SNT, où dans les programmes, on a pour but d'expliquer le fonctionnement de tous ces objets numériques qui les entourent. Et je voudrais parler d'un partenariat qu'on a avec l'ENS et le Matadata, voilà, c'est ça, avec le Matadata. Donc l'idée, c'est de proposer des challenges d'IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire proposer des datas à analyser à des élèves de seconde, première et terminale, et de leur proposer de faire de l'analyse de données, comme le font des intelligences artificielles, mais avec les outils qu'ils possèdent, c'est-à-dire ceux du lycée. Donc c'est pas grand-chose en termes mathématiques si on se réfère à ce qui fait fonctionner les IA aujourd'hui, mais l'idée c'est de leur montrer que en fait, les concepts de base sont assez simples, qu'ils peuvent les aborder par eux-mêmes et réussir à obtenir pour de vrai des analyses de data. Donc par exemple, la reconnaissance de chiffres, c'est quelque chose qui est quand même pas du tout évident au départ. Et pourtant, dans ces challenges d'IA proposés par Matadata du Collège de France, eh bien, on a la possibilité, dans les outils que nous proposons sur Capital, on a la possibilité de proposer aux élèves d'arriver à faire fonctionner une reconnaissance de caractère qui va vraiment être efficace. Alors, pas tout à fait aussi efficace qu'une OCR professionnelle, évidemment, mais on va réussir à faire des choses. De la même manière, on va pouvoir leur permettre de faire de la clusterisation, c'est-à-dire un jeu de données avec des classes d'objets mélangés dans un ensemble hétéroclite, leur permettre de travailler toujours la même chose, par eux-mêmes, avec des outils qu'ils maîtrisent, mathématiques, dont ils ont la maîtrise vraiment, d'arriver à faire cette clusterisation, c'est-à-dire de séparer les données en classe avec une reconnaissance automatique. Voilà, donc ça c'est très important parce que former des citoyens, c'est essentiel, comme tu le disais, mais former des scientifiques qui seront demain les concepteurs des futurs IA, puisque les modèles évoluent à une vitesse vertigineuse, ça paraît essentiel aussi. Et si on ne veut pas se retrouver dans une situation de colonisation, comme tu le disais Axel tout à l'heure, eh bien il va falloir former des scientifiques, et ça commence dès maintenant. Ces scientifiques qu'on va former aujourd'hui, c'est les élèves qu'on a aujourd'hui dans les collèges et les lycées, et si on ne leur montre pas que c'est possible, que c'est envisageable et que la partie n'est pas perdue, que la conception d'IA, on y a notre place aussi
en tant que scientifique, si on veut bien s'en donner les moyens, il me semble qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. Former des citoyens, former des scientifiques, c'est le rôle de l'école, il me semble, aujourd'hui, dans un monde qui bouge à une vitesse prodigieuse et dans lequel des acteurs big tech nous dictent leurs conditions, et c'est ça qu'il faut éviter. Merci beaucoup. Et donc, pas de remise en partage. Enfin, les ressources que vous produisez et qui sont mises sur Capital sont quand même produites par des enseignants qui... Jette juste un mot là-dessus pour finir, et puis ensuite, on pourra prendre peut-être une ou deux remarques dans la salle. Alors, ces ressources, effectivement, qui sont proposées, là, celles dont j'ai parlé, proposées par le Collège de France, elles peuvent être reconstruites, rejouées, modifiées, adaptées par les enseignants. C'est-à-dire qu'elles sont partagées dans une bibliothèque. Les enseignants peuvent se les approprier, les simplifier un petit peu, augmenter un peu le nombre de questions pour arriver à une étape qui leur semble un peu complexe. Et effectivement, l'idée, c'est de mettre en commun. La notion de commun numérique, elle est essentielle dans la stratégie de la DNE aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux enseignants d'être acteurs de leur enseignement avec des ressources qui sont proposées par des enseignants pairs, par des chercheurs qui sont plus spécialistes qu'eux, peut-être sur certains sujets, et donc de les aider à améliorer les contenus qu'ils vont proposer à leurs élèves afin d'aller un peu plus loin que ce sur quoi ils ont été formés. Aujourd'hui, la difficulté pour les enseignants, c'est vraiment ça, dans un monde qui bouge à cette vitesse-là, arriver à suivre le rythme et à proposer des enseignements qui soient en phase avec les besoins, c'est de plus en plus compliqué. Et l'idée de partage entre enseignants dans une communauté, eh bien, elle est fondamentale pour pouvoir arriver à cet objectif. Merci beaucoup. On a magnifiquement tenu le timing, vous voyez ça. En plus, on a eu 5 minutes d'avance. Du coup, il nous reste 4 minutes 16, me dit le chrono, pour pouvoir prendre une ou deux questions dans la salle. J'arrive avec mon micro. Si vous voulez bien peut-être vous présenter pour dire d'où vous parlez. Bonjour, je m'appelle Eve Bantman, je travaille pour le projet INSPE chez Canopé. Et j'ai une question, qu'est-ce qui se profile en fait comme démarche de formation? Qu'est-ce qui se profile comme démarche de formation robuste pour que 100% des enseignants français, quel que soit leur statut, etc., soient formés à l'ensemble des compétences numériques qui va ensuite leur permettre de bien former les élèves? Vous avez raison, c'est effectivement quelque chose de très complexe pour arriver à ce niveau-là, tout en étant plus dans un univers qui est extrêmement mouvant, ce qui veut dire que finalement, ce que j'ai pu apprendre en formation ne va pas forcément trouver une application directe, et entre-temps, d'autres choses auront évolué. Alors dans le rapport en fait, qu'on a rédigé, nous on préconise qu'il se passe des choses relativement rapidement sur des objets notamment de prise en main, notamment d'IA générative, etc., dans les établissements à relativement court terme. L'idée étant que tout le monde puisse enclencher justement une réflexion autour de ça, parce qu'on a encore certains enseignants qui pour beaucoup ne l'ont pas manipulé, ou en tout cas ont fait 1 ou 2 essais avec sans vraiment mesurer ce qui peut être fait. Donc ça c'est cette préconisation, et après il faut qu'on installe vraiment cette logique de la réflexion collective et d'une structuration plus globale. Donc ça, c'est on va dire la préconisation que l'inspection générale a fait dans le cadre de son rapport. Et après, il y a tout un travail donc, qui est fait par les DRAN en fait, en académie, qui développent énormément d'actions, notamment ce qu'on appelle des FIL, des formations d'initiative locale, où un établissement peut demander l'intervention d'un formateur sur une journée, et une vingtaine d'enseignants de l'établissement vont pouvoir en bénéficier. Donc il y a énormément d'actions qui se passent sur le territoire. Hein. Clairement, les académies se sont très bien emparées de ça. Et on peut rajouter une strate. La DGESCO a lancé aussi tout un processus qui s'appelle le Lab 110, c'est ça? Je ne sais plus. L'ABIA, pardon. L'ABIA. Voilà, sur le fait effectivement de former, alors je vais reprendre la terminologie du sous-directeur qui l'avait présenté en disant l'équipe de France des formateurs IA qui vont du coup être une première vague de formateurs qui ont vocation à former une deuxième pour enclencher quelque chose qui soit davantage dans la durée et qui nous permette aussi d'embrasser toutes les IA. Hein. C'était très bien précisé. Il n'y a pas que de l'IA générative, même si c'est le gros focus qu'on a là. Il y a plein d'usages possibles et du coup vraiment de construire cette réflexion collective avec tous les types d'IA dans les bons modèles choisis au bon endroit. Et ça va se faire dans la durée. Donc là, il faut enclencher une dynamique pour qu'il y ait une réflexion collective. Et après, il y a plein d'autres actions, et territoriales et nationales, qui doivent nous permettre d'aller vers cet objectif. On a le temps de prendre une deuxième question, n'est-ce pas magique? Pareil, si vous pouvez dire d'où vous parlez.
Voilà, François Chevalier, je suis enseignant et accompagnateur d'enseignants. Je me posais la question dont on évoquait l'enjeu de souveraineté et où en serait le travail de recherche ou d'élaboration de modèles de langage souverains, français et ou européens. Alors, on a plusieurs chercheurs, des laboratoires en fait, qui développent des modèles qui sont développés, donc effectivement entraînés. Alors j'en vois par exemple par ici, avec Bastien Masse, qui sont entraînés sur des bases culturelles et langagières, essentiellement francophones, puis européennes, puis on ouvre. Donc ces éléments-là existent. C'est clairement un très gros sujet. On a une immense chance en France et en Europe, c'est qu'on a quand même des acteurs qui peuvent aller affronter les titans. Mistral, pour le dire très clairement. Nos collègues du SUP ont enclenché une dynamique de test pour que 5000 professeurs de tête, j'espère ne pas me tromper, testent ces services-là et voient ce qui peut en être. Le ministère de l'Éducation nationale va ouvrir, il y a une démarche par la DINUM en interministériel de tester un agent basé sur IA qui sera déployé sur 10 000 premiers agents des services publics, dont 1500 dédiés à l'éducation. C'est quelque chose que nous démarrons maintenant. Est-ce que ça suffit? La réponse est sans doute non, mais il existe des dynamiques, et notamment publiques ou privées, qui peuvent proposer des alternatives aux titans. Donc soit vous acceptez de vous faire dévorer par des titans, soit vous dites il vaut mieux un modèle plus petit, peut-être moins performant, mais dont on soit sûr de ce qui se passe dessous et de gens qui acceptent de nous rendre des comptes. À un moment donné, on ne peut pas juste être renvoyé au statut de consommateur. Certains choisiront de faire ainsi, mais les élèves ne sont pas en capacité de choisir si oui ou non on doit être un consommateur dans la durée. Donc à nous d'être extrêmement vigilants et exigeants. Il se trouve qu'au niveau européen, il y a aussi une dynamique possible. On a tout pour réussir en Europe, la culture, les fonds, les compétences scientifiques, et on a vraiment absolument tout pour le faire. Je vous renvoie au rapport Draghi, octobre 2024, qui incitait à investir massivement dans l'innovation et l'IA. Plus le temps passe, plus on avait tout pour réussir. Et ce sera le mot de la fin, et je peux que vous inviter à venir demain à la même heure pour parler justement de la question de l'Europe et de comment on peut justement se saisir de l'espace européen comme un espace de ressources pour aller, puisque ça ne suffit pas, au moins dans cette dynamique et poursuivre ensemble les efforts collectifs. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous et on vous souhaite un très bon salon sur Educatech Expo.